propose au Conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver la décision modificative numéro 3 du budget primitif de l'exercice 2024 du budget principal de la commune de Dinard par chapitre et selon la répartition que j'ai évoquée. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci à Madame Mervin. Donc, point 19, règlement d'octroi des garanties d'emprunt. Madame Mervin. Donc, les garanties d'emprunt sont nécessaires pour que les organismes bancaires accordent des prêts aux bailleurs sociaux et pour que les programmes de construction de logements sociaux publics se réalisent. Pour être attribué, un prêt doit être couvert à 100% par une ou plusieurs garanties. Donc, ainsi, et compte tenu du fort développement des logements sociaux sur la commune de Dinard, la commune est de plus en plus sollicitée pour accorder sa garantie sur les contrats de prêt souscrits par les différents bailleurs opérant sur les territoires dinardais, comme Émeraude Habitation, la Rance. Donc, afin d'encadrer et de sécuriser au mieux ces garanties, on a souhaité se doter d'un règlement d'octroi des garanties d'emprunt, règlement qui prévoit la mise en œuvre de conventions de garantie d'emprunt qui fixeront les obligations de la commune et bien sûr du bailleur pour la durée de la garantie. Donc, vous aviez en annexe ce règlement, enfin il y avait le règlement et les conventions. Je rappelle que c'est que pour les logements sociaux. Je peux vous rappeler peut-être les principales conditions, enfin les principales règles. Donc les conditions d'éligibilité concernent le territoire, les bénéficiaires, les opérations et les types de prêts. La nature de la garantie accordée avec le taux et le montant. La formulation de la demande et les pièces à joindre nécessaires à l'examen avec le plan de financement de l'opération, le contrat de prêt, le bilan et le compte de résultat des 3 dernières années, ainsi que les modalités d'instruction de la demande, passage en commission finance puis vote en conseil municipal. Les modalités de mise en jeu de la garantie avec le délai de prévenance, le remboursement des avances et la possibilité pour la ville de prendre une hypothèque sur le bien faisant l'objet de la garantie. Donc, en application de ce règlement intérieur, donc on fait d'abord le règlement intérieur, puis on rédigera des conventions avec les différents organismes. Et donc, ces conventions préciseront notamment les caractéristiques précises du prêt, la durée et le taux de couverture de la garantie, les engagements de l'emprunteur, les engagements de la commune, les modalités de remboursement des avances le cas échéant, et l'obligation de régularité des comptes et la communication des documents comptables de fin d'exercice. Et bien sûr, elles seront signées par le bénéficiaire et par le maire. Est-ce que ça appelle des questions? Madame Guillot. Oui, juste une question pour une meilleure compréhension technique. Puisqu'il s'agit de logements sociaux, ça ne porte pas sur des garanties d'emprunt qui vaudraient pour des programmes incluant du BRS, par exemple? C'est pour les logements sociaux. Donc un programme qui inclut du logement social et du BRS, vous faites une dichotomie sur les garanties d'emprunt? Alors, pour moi, on nous demande des garanties d'emprunt surtout sur les logements sociaux, pas sur les BRS. On a le programme de la Rance, par exemple, après, ou qui inclut du BRS et du logement social. C'est uniquement sur le social. Ça veut dire que sur l'emprunt qui est sollicité, il faut que le bailleur fasse bien la différence entre ce qui relève du BRS et du logement social. Ce n'est pas un emprunt global? Il me semble qu'on en a parlé effectivement en commission des finances. C'était bien uniquement sur sur la Rance avec le volet social, bail social, uniquement, pas de BRS. Question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes: d'adopter le règlement d'octroi des garanties d'emprunt en matière de logement social par la ville de Dinard, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et notamment les conventions de garantie d'emprunt. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Donc, point 21, donc régularisation des amortissements antérieurs, donc sur le budget annexe de l'eau, Madame Mervin. Je suis passé trop vite, donc nous sommes à la 20, pardon. Donc, demande de garantie d'emprunt de 100% pour le remboursement d'un prêt souscrit par la SOC Habitation Loyer Modéré de la Rance. Madame Mervin. C'est assez logique de faire dans cet ordre-là, puisque justement, c'est une demande de garantie pour les logements sociaux et justement pas pour les logements en BRS.
Donc la société HLM Larence nous sollicite du coup pour garantir 100% de l'emprunt. Donc ça concerne 49 logements. C'est pour le programme l'ESSER. Le prêt est de 7 156 452 € qui a été effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez les caractéristiques, la durée de 40 ans. Est-ce que ça appelle des questions? Pas de questions. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Accorder la garantie de la commune de Dinard à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 7 156 452 €, souscrit par la société HLM Larence auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, charges et conditions du contrat de prêt numéro 158-317, constitué de 2 lignes de prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 7 156 452 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. La garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le Conseil s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci. Donc, point 21, cette fois-ci, donc la régularisation des amortissements antérieurs sur le budget de l'eau. Madame Mervin. À l'occasion de la mise à jour de l'actif immobilisé du budget annexe du service de l'eau, il a été constaté qu'une fiche d'inventaire présentait une valeur nette comptable négative en raison d'un suramortissement pratiqué à tort. Donc, ce trop amorti est de 3 204 €. Donc, le trésorier nous demande de procéder à la correction. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante, autoriser la rectification des amortissements constatés sur la fiche inventaire numéro 215 31 34 pour un montant de 3 204,84 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci. Point 22. Donc, on repasse la souscription de l'emprunt de 4 millions auprès de la Caisse d'épargne, Madame Mervin, pour des raisons que Madame Mervin avait expliquées. Alors, on ne repasse pas un emprunt de 4 millions, puisqu'on l'a déjà fait lors du conseil précédent. En fait, c'est le service juridique de la banque qui a demandé à ce qu'on fasse mention de 2 éléments sur la délibération. Et ces 2 mentions complémentaires, c'est, je vais les lire, conditions de remboursement anticipé total ou partiel, possible à chaque date d'échéance, moyennant un préavis de 30 jours, ainsi que le paiement d'une indemnité actuarielle non plafonnée. Et deuxième mention, versement de fonds 7 jours après la signature du contrat de prêt. Donc ça ne remet pas en cause quoi que ce soit, c'est juste pour leur formalisme au niveau du déblocage des fonds. Est-ce qu'il y a des questions? Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Alors, je ne vais peut-être pas tout relire, hein, c'était les mêmes choses que l'autre fois en rajoutant les 2 mentions précisées. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Très bien. Point 23, donc la traditionnelle délibération pour l'exonération du marché de Noël de Saint-Eustache. Madame Guénégan. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'Union du commerce de Dinard organise un marché gourmand qui aura lieu cette année du 13 au 15 décembre 2024 sur la place de l'église de Saint-Enogat. Donc, l'association a sollicité l'occupation du domaine public communal et l'exonération de la redevance y afférente. Et compte tenu de l'intérêt pour la commune de soutenir les actions et animations proposées par les associations dinardaises, il est proposé au conseil municipal d'exonérer l'Union du commerce de Dinard du paiement de la redevance d'occupation du domaine communal nécessaire à l'organisation de son marché gourmand, à charge pour l'association de le valoriser dans son bilan comptable au regard du cadre de partenariat. Est-ce qu'il y a des questions?
Merci. Donc, vu l'article L2125.1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu la délibération 2023-229 du Conseil municipal du 15 décembre 2023, relative à la fixation des tarifs, redevances et taxes pour l'année 2024, vu la demande d'occupation du domaine public de l'association Union du commerce de Dinard pour l'organisation de son marché gourmand de Noël, vu l'avis favorable à l'unanimité de la Commission Finances et Investissements du 4 novembre 2024, considérant qu'il appartient au Conseil municipal de prendre toute disposition nécessaire afin d'autoriser l'occupation privative du domaine public communal, considérant l'intérêt pour la commune de favoriser l'animation proposée par l'association Union du commerce de Dinard, le maire proposera au Conseil municipal de prendre la décision suivante: procéder à l'exonération du paiement de la redevance d'occupation du domaine public à l'association de l'Union du commerce de Dinard pour l'organisation de son marché gourmand qui aura lieu du 13 au 15 décembre 2024 sur la place de l'église de Saint-Énogat. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci à Madame Guénégan. Donc, point 24, l'attribution du marché relatif aux travaux de la canalisation refoulement. Donc, pour le renforcement du bassin tampon de l'écluse. Monsieur Soyer. Monsieur le maire, merci. Il s'agit de la poursuite de la pièce majeure du schéma directeur de l'assainissement. On en a parlé tout à l'heure. C'est la poursuite qui va partir de la place, enfin de ce qu'on a déjà réalisé, qui va passer par la vallée, par la gare, par Ernest Renan, la rue des Minets, la rue Alexis Carrel et arriver à la station tout en haut. Donc c'est vraiment très important. Et ce marché a pour objectif la fourniture et la pose de canalisation et la construction d'ouvrages annexes pour une canalisation de refoulement. Les travaux sont prévus pour 25 mois, 26 mois à peu près, et débuteront le 20 janvier 2025. Ils doivent être finis pour janvier 2027. 3 prestataires ont été sollicités pour cette consultation. 3 prestataires ont répondu, à cette consultation: TPC West, DLE West et SAS E20. Au regard de l'analyse des offres reçues, la commission de suivi des contrats du 30 octobre 2024 propose d'attribuer le marché des travaux à l'entreprise E20 pour un montant TTC de 1 175 855 € et 10 centimes. La commission de suivi des contrats du 30 octobre s'est prononcée favorablement et à l'unanimité sur cette attribution. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Attribuer le marché de travaux de canalisation et de refoulement pour le renforcement des capacités de transfert du bassin versant plage de l'Écluse au groupement d'entreprises E20 et Satec pour un montant total de 101 175 855 € et 10 centimes TTC. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce marché au nom de la commune. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Merci, Monsieur Soyer. Donc, pour la délibération 25 qui concerne l'attribution des avenants pour les travaux du parking souterrain FA, je vais me déporter comme pour la délibération suivante, donc je vais laisser la présidence à Madame Mervin. Donc, numéro 25, attribution du marché relatif aux travaux de construction d'un parking souterrain, place New Quai. Monsieur Christian Fontaine. Merci, Madame l'adjointe. En réalité, il s'agit non pas l'attribution du marché, mais en réalité, il s'agit de l'apport d'avenants considérant un certain nombre de lots. En l'occurrence, vous l'avez sous les yeux, le lot 1, le lot 2, le lot 5, le lot 6, le lot 7 et le lot 8, qui en réalité donc, vont être ajustés au regard des prestations qui ont été réalisées ou non réalisées. Alors, le lot 1, c'est le lot terrassement gros œuvres qui a été confié à l'entreprise Eiffage. Le montant initial du marché, c'était 5 711 159. Et donc, on a une augmentation d'1,51% sur ce lot-là. Sur le lot serrurerie fermeture, pour la société BP Métal, là, on a une augmentation de 12,69%. Sur le lot 5, qui est le lot parking, peinture parking, c'est d'Ecologique, pour un montant de
de 8914, qui représente 12,39% du marché. L'électricité courant fort, courant faible, on est à l'avenant numéro 2 pour la SPI, et là on est à 0,4%. Chauffage, ventilation, désenfumage, plomberie, sanitaire, aussi un avenant numéro 2 pour CSA d'un montant de 8 479,28, ce qui représente un total sur l'ensemble des avenants de 4,08%. Et enfin, le CCI, système de sécurité, pour la SPI. Là, on est en négatif, puisqu'en réalité, c'est des prestations qui ont été supprimées pour la bonne et simple raison, c'est que l'équipement du parking va être de la même, je dirais, de la même nature que ceux qu'on est en train d'équiper ailleurs. En d'autres termes, pour des raisons de gestion, on a supprimé un certain nombre de prestations. De toutes ces modifications, le montant de l'ensemble des avenants est de 140 124,10, ce qui en réalité représente quasiment une augmentation de 2%, ce qui fait que le marché initial était à 7 057 965 21, excusez-moi. Alors, on en rajoute à ça également au niveau d'avenant un retard qui est lié au service d'électricité, qui occasionne un allongement de la durée des travaux, puisque des essais de vérification avant la mise en service ne peuvent pas s'opérer comme vous l'imaginez, puisque par définition, on n'a pas le courant. Donc, on va prolonger l'avenant de travaux jusqu'au 20 décembre 2024. Voilà, ça a été présenté en commission d'appel d'offres le 31 octobre. Il y a un certain nombre de gens dans cette salle qui étaient présents. Et la commission d'appel d'offres a donné un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? Je suis là. Allez-y, Madame Gillot. Moi, c'est une question plus distanciée par rapport à la délibération. Est-ce que vous pourriez, Madame Mervin, m'expliquer pourquoi Monsieur le maire se déporte sur cette délibération ? Parce qu'il a décidé de se déporter sur tout ce qui était en lien avec les travaux et qui pouvait, de plus ou moins éloigné, être en lien avec son activité. Oui, donc je ne me trompe pas, ça n'a pas été le cas les 4 dernières années. Ça fait 1 an qu'on le fait, oui. Enfin pas 1 an, du coup ça fait 6 mois qu'on le fait. C'est ça, mais ce n'était pas le cas avant. Ça fait pas si... Si je peux me permettre une remarque, si on n'a pas d'autre chose à dire, sur un chantier qui fait 7,5 millions, on a un avenant de 2%. Sur une construction de parking, moi je tenais à féliciter les services, parce que, alors c'est toujours dommage d'avoir des avenants, bien évidemment, 140 000 euros d'avenant, c'est toujours ça, mais globalement sur un chantier comme celui-là, quand on voit les conditions dans lesquelles on a réalisé le parking, au milieu des immeubles, un certain nombre de précautions ont été prises, des prestations supplémentaires ont été nécessaires. Je le dis parce que je le pense sincèrement, on n'a pas de dérapage sur ce chantier. Voilà, ça c'est juste une parenthèse qui n'engage que moi. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes, d'approuver la proposition de la commission d'appel d'offres concernant l'approbation des avenants pour les lots 1, 2, 5, 6, 7 et 8, conformément au montant précédent, enfin du moins exposé. Et l'article 2, c'est d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ces avenants. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Merci. Donc, point 26, étude pour les requalifications, donc Gardinaire et la Villesse-le-May. Frédéric Soyer. Le 18 avril 2023, un marché a été attribué à la SS 2LM pour la réalisation d'études de requalification de la rue Gardinaire. Dans le cadre de la mise au point du projet et après une concertation, une réunion publique s'est déroulée le 5 novembre dernier. Réunion publique supplémentaire qui a été organisée avec les riverains. Des frais supplémentaires sont en conséquence à honorer pour la préparation de cette réunion, qui consiste à présenter l'inversion du sens de circulation sur cette rue. De nombreux d'entre nous étaient présents à cette réunion.
Cette modification de l'avenant présente une plus-value de 2 500 €, ce qui se décompose en 4 items, une conversion de plan, une reprise sur les ingénieries, des reprises de blocs et des participations animation. Avez-vous des questions sur cette délibération? Si vous n'avez pas de questions, vu la décision en date du 18 avril 2023 relative à l'attribution d'une consultation pour la réalisation d'études de requalification de la rue Gardinière et vu la délibération en date du 17 septembre 2024 relative à l'attribution de l'avenant 1 au lot 2 pour la requalification de la rue Gardinière, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver l'avenant numéro 2 du marché d'études de requalification de la ville d'Eslemé et de la rue Gardinière, lot 2. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à cet avenant. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci, Monsieur Soulier. Donc, point 27, donc un avenant également numéro 2 pour l'assurance statutaire. Madame Mervin. Le marché relatif aux prestations d'assurance pour le groupement de commandes de la ville et du CCAS a été notifié à la compagnie Siassi Saint-Honoré AXA le 28 décembre 2022 pour le lot numéro 4 du marché qui concernait les risques statutaires du personnel pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31/12/2027. Compte tenu d'une importante sinistralité et d'un déséquilibre économique du contrat, Siassi revoit ses conditions tarifaires. On a eu principalement 2 sinistres. On a eu un décès et un accident de trajet. Pour rappel, cette couverture ne couvre pas la maladie ordinaire, c'est vraiment le décès, accident de trajet et maladie professionnelle. Donc de ce fait, elle applique une majoration de la prime annuelle pour le lot numéro 4, contrat des risques statutaires de la commune, portant la prime annuelle à 226 169 € au lieu de 113 229 €. Donc ça a été vu en commission d'appel d'offres le 31 octobre 2024, où la commission s'est prononcée favorablement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver l'avenant numéro 2 concernant la majoration de la prime annuelle du contrat des risques statutaires de la commune. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à cet avenant. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci Madame Mervin. Donc point 28 maintenant, donc les modalités de versement d'une indemnité forfaitaire de suggestion d'expertise annuelle. Madame Mervin. Alors, compte tenu des conclusions du rapport de la CRC de 2020 et des observations formulées par le trésorier en fin d'année dernière, fin 2023, nous devons mettre en conformité le versement de la prime versée donc tous les ans aux agents de la collectivité depuis les années 1980. Pour rappel, c'était une prime de fin d'année qui avait été mise en place en 90, le 5 décembre 90, et pour être vraiment valable, elle aurait dû être mise en place en 1984. Donc, on remplace cette prime de fin d'année en IFSE, donc indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise annuelle, afin de suivre, en fait, c'est ce que nous avait recommandé la CRC. Donc cette indemnité, elle va être versée pour un montant de 1 620 € brut au mois de décembre de chaque année. Donc en fait, on a très peu de changements par rapport, enfin même pas de changement par rapport à la prime de fin d'année qui était versée. On retrouve les mêmes bénéficiaires, ça va être les titulaires, les stagiaires, les contractuels. En fait, ceux qui sont exclus, ça va être des gens en disponibilité ou des agents bénéficiant d'un congé spécial. On a des modalités d'écrêtage, comme on a appliqué, qui étaient déjà appliquées sur cette prime et comme on a appliqué aussi d'ailleurs sur le RIFSEP. On a donc des minorations en fonction du nombre de jours d'arrêt. Par contre, ces minorations ne concernent pas des congés longue maladie, des congés de grave maladie ou des maladies professionnelles ou des accidents de travail ou de trajet. Donc bien sûr, cette délibération va annuler, remplace la décision qui avait été prise le 1er décembre 2019. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes, valider le versement de l'IFSE annuel selon les modalités précisées ci-dessus, prévoir chaque année les crédits correspondant au budget, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision.
Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci Madame Mervin. Donc point 29, attribution de chèques cadeaux au personnel communal pour l'année 2024. Avant de passer la parole à Madame Mervin, je vais laisser intervenir Madame Guénégan. Merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de l'engagement de la ville à soutenir le commerce local d'Inardé, nous avons informé la Fédération du commerce 35 que nous souhaitions que les chèques cadeaux offerts à notre personnel soient utilisables uniquement dans les commerces de Dinard. Jusqu'ici, 15 commerçants étaient adhérents à la Fédération du commerce 35, condition nécessaire pour accepter les chèques cadeaux. Afin de proposer un choix plus large d'utilisation des chèques cadeaux, nous avons entrepris une démarche de prospection auprès des commerçants et comptons à date une cinquantaine de commerçants, tous secteurs, prêt-à-porter hommes-femmes, décoration, beauté, parfum, livres, bandes dessinées, chocolat, cavistes, boulangerie, restaurants, supermarchés. D'autres réponses sont en attente. Notre référent de commerce poursuit la démarche toute cette semaine. Cette initiative vise à renforcer les liens entre notre organisation et les acteurs économiques de notre ville, tout en offrant à nos collaborateurs la possibilité de découvrir et de profiter pleinement des produits et services locaux. Je profite de cette prise de parole pour passer le message aux entreprises qui nous écouteraient et qui souhaiteraient récompenser leur personnel lors d'occasions diverses, fêtes de fin d'année, fêtes des mères et fêtes des pères, mariages, naissances. Nous espérons que cette démarche contribuera à dynamiser le commerce d'Inardé et à mettre en lumière la richesse et la diversité de son offre. Merci Madame Guénégan. Madame Mervin. Donc pas de changement sinon au niveau de l'attribution des chèques cadeaux aux agents de la collectivité. Ce sera tous les collaborateurs qui seront en poste au 1er décembre 2024, sans aucune distinction, qu'ils soient titulaires, contractuels, temps plein, temps partiel. Donc là, on projette environ 390 chèques cadeaux. Ça comprend la commune et tous les budgets annexes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Autoriser l'attribution des chèques cadeaux pour la fin d'année 2024 au titre de l'action sociale envers les agents de la collectivité. Montant du chèque cadeau, 40 € par agent. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document permettant l'application de cette décision. Énoncer que les crédits nécessaires seront prélevés sur l'article 623.2, fêtes et cérémonies. Parce que juste oublié de préciser, s'il y avait trop de tickets, enfin trop de chèques, on leur restitue après. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci à Madame Mervin. Point 30, modification du règlement intérieur de la collectivité sur les astreintes. Madame Mervin. L'annexe 7 du règlement intérieur de la collectivité doit faire l'objet d'une révision pour étayer les types d'astreintes pratiquées dans la collectivité, et notamment l'astreinte de décision de la police municipale pour les agents de police judiciaire, adjoints, chefs de la police municipale ou occupant ces fonctions. Donc clairement, les astreintes sont pour les fonctions de chef de police municipale, adjoint du chef de police municipale, chef de la brigade de jour et chef de la brigade de nuit. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes: valider les modifications de l'annexe 7 du règlement intérieur de la collectivité concernant le régime des astreintes applicables dans la collectivité, celle-ci étant identifiée en gras et en italique. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Merci Madame Mervin. Et point 31, donc création d'un poste de permanent médiateur du patrimoine, Éric Dièvre. Merci Monsieur le maire. Donc, je rappelle que lors du conseil municipal du 17 octobre 2023, nous avions décidé la création d'un emploi non permanent de guide médiateur annualisé avec un taux d'emploi de 70%. Les raisons de cette création, c'était la difficulté à trouver des guides conférenciers qui se tournent généralement vers des missions privées ou des activités salariées qui sont plus rémunératrices et qui manquent également de fiabilité dans les engagements qu'ils prennent vis-à-vis de la ville quand ils s'engagent à faire des accompagnements de visites. Ces visites sont importantes pour la ville, et en particulier dans le cadre du renouvellement du label Ville d'art et d'histoire, et elles connaissent un grand succès qui est limité par la capacité de la ville à organiser ces visites. Elles bénéficient de plus tous les ans d'une subvention annuelle de la DRAC d'un montant de 20 000 €.
conformément à la décision qui avait été prise par le Conseil, nous avons embauché le 5 février 2024 un guide conférencier qui est affecté au service patrimoine de la ville. L'activité de ce guide en 2024, cet agent en 2024, a été tout d'abord de se former aux aspects patrimoniaux de la ville. Il a 15 thèmes de visite différentes à assurer et ça a représenté un investissement intellectuel lourd pour cet agent. Le résultat, c'est qu'en 2024, nous avons fait 107 visites guidées contre une soixantaine en 2023 et on a fait 16 visites thématiques contre une dizaine. Ça représentait 21 720 € de recettes en 2024, contre 12 811 en 2023. Et parallèlement, cet agent qui ne fait pas que des visites a travaillé au développement de l'offre pédagogique pour les établissements scolaires et les structures éducatives et sociales ordinaires. Et il a également travaillé à la conception de circuits de visite en faisant des recherches historiques et iconographiques. C'est pourquoi nous nous proposons de, conformément à ce qu'envisageait la délibération de 2023 qui offrait la possibilité de faire évoluer le contrat en fonction des enseignements qu'on pouvait tirer de cette année d'exercice, et compte tenu des appréciations très positives qui nous sont remontées sur l'activité de cet agent, c'est de créer un poste de médiateur du patrimoine à temps plein. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Mme Craya. Je me pose la question du service qui existe actuellement et qui était d'ailleurs en relation directe avec l'Office du tourisme intercommunal. Combien y a-t-il de personnes déjà qui sont en activité, qui travaillent à la fois au service de la ville et à l'Office du tourisme actuellement? À la ville, nous avons 2 agents qui sont en capacité de faire des visites, la chef du service patrimoine. En plus de je ne peux pas citer de nom, enfin j'en sais rien, est-ce qu'on a le droit de citer? Enfin moi j'en connais 5 qui sont en activité, qui travaillent et qui connaissent bien le patrimoine de la ville. Qui sont pas des agents de la ville, qui sont des personnes, des personnes qui sont employées. Là c'est l'Office du tourisme. C'est peut-être parce que... Donc l'Office de tourisme intercommunal est là pour lui la promotion du tourisme. Il utilise de temps en temps certaines de ses compétences pour faire des visites, mais son objectif, ce n'est pas de s'occuper de Dinard. Les visites de Dinard sont organisées par Dinard, et donc les conférences, soit des collaborateurs de Dinard, soit des collaborateurs temporaires qui sont des indépendants. Voilà. L'Office de tourisme intercommunal n'est pas là pour faire des visites guidées. Il est là pour organiser la promotion du tourisme. Voilà. Donc il organise ou il met en œuvre un certain nombre d'éléments supplémentaires comme les randonnées en vélo, les randonnées à pied, mais sur la communauté de communes. Et pour les communes, chaque service de commune, et en particulier sur Dinard, a son propre service du patrimoine ou éventuellement des guides conférenciers indépendants qui viennent participer sur la ville de Dinard. Voilà. Pas deux. Oui, je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur le profil de ce monsieur. Ce n'est pas du tout ce que je veux soulever ce soir, mais j'avais le sentiment que depuis des années, on avait du personnel de qualité qui fournissait finalement une prestation intéressante et que ça marchait plutôt bien. Donc c'est pour ça que je m'étonne de voir que ce poste qui était au départ un poste qui n'était pas permanent, en tout cas, on ne l'avait pas annoncé comme tel, dans les périodes difficiles que nous connaissons à l'échelon national et les consignes que Monsieur le Premier ministre nous donne, je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment de se lancer dans un tel recrutement. Je ne comprends pas très bien la réaction parce que
va voter pour. Hein. De toute façon, Non, mais ça va pas je pense que vous, le service beaucoup. patrimoine a été redimensionné depuis quelques années. Il y a quand même il y a 2 agents titulaires qui ont quitté le service. Il y a Ça doit être ça, parce que sinon, il y avait... un récemment et une il y a 2 ou 3 ans. 4 à 5, je trouvais que Donc, Depuis que j'ai pris mal. mes fonctions, on était en Ça marche pas sous-effectif toute dans ce l'année. domaine. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la difficulté, c'est qu'on faisait appel à des prestataires extérieurs, que ces prestataires extérieurs ne sont pas fiables et qu'il nous est apparu préférable, et c'est ce qui d'ailleurs avait été approuvé à l'unanimité par le Conseil l'année dernière, qu'on mette en place un agent de la ville sur cette fonction. Cet agent était sur un emploi temporaire cette année. De toute façon, administrativement, on ne pouvait pas renouveler son contrat sous la même forme. Il est apparu que les services qu'il rendait étaient indispensables à la bonne activité de ces visites guidées très appréciées, aussi bien des dinardais que des touristes, et que dans ces conditions, c'était nécessaire de pérenniser cet emploi, compte tenu également, comme je disais, de l'investissement qu'il a fait depuis le début de l'année pour s'approprier toutes les thématiques de visite de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres... Madame Crévière, votre micro. Vous pouvez l'éteindre. Madame... Non, excusez-moi, j'en profite juste encore une petite minute. Donc, concernant donc ce projet-là, j'aimerais bien qu'on puisse avoir vraiment conscience un peu de l'organigramme du service. Voilà, si on pouvait nous donner, je regrette que nous ne soyons pas dans la commission ressources humaines pour comprendre un peu comment ça fonctionne et quels sont les besoins, parce que là on nous demande de voter, mais franchement on n'a pas la capacité à connaître et à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc je renouvelle ma demande et je m'abstiendrai sur ce projet, je vous dis, sans remettre en question la qualité de cet agent, mais c'est sur le principe même de ne pas être associé en amont aux problèmes de personnel. Qui n'est pas un problème lié au service patrimoine à ce moment-là. Madame Guillou, et après Monsieur Rémy. Oui, moi j'avais une question par rapport à la partie pédagogique. C'est mentionné ordinaire. Ça veut dire qu'il y a un autre agent qui prend en charge les interventions qui sont pour le jeune public dinardais. La réponse est oui, hein, Marianne. Oui. Est-ce qu'on peut faire le... Oui, je vais suspendre la séance quelques minutes pour laisser intervenir Madame Jacquet. Madame Guillaume. Si, ça répond à la question, mais je trouve ça dommage de ne pas le formuler. Enfin, on a l'impression que c'est exclu des missions, alors que ça paraît absurde, parce que quand même, la base pédagogique, elle peut être similaire. Donc, moi, je ne verrais pas pourquoi dissocier le ordinaire du dinar, parce qu'il y a des propositions qui peuvent être similaires. Et je trouve ça assez dommage de spécifier ordinaire. On a l'impression que les dinardais sont exclus d'eux. La formulation me semble maladroite. La formulation peut-être pas excellente, mais comme l'a dit Marianne, c'est pour dire qu'au contraire, on ouvrait le champ qui avant l'arrivée de cet agent, n'était pas aussi ouvert, et donc maintenant on peut faire également du ordinaire. Très bien, nous reprenons la séance. Monsieur Rémy. Non, je suis un peu étonné de l'ampleur de ce débat, parce que je voudrais souligner quand même à quel point ces visites sont plébiscitées. Je veux dire, il y a une demande énorme pour les visites de Dinard, qui prouve qu'il y a un intérêt réel pour cette ville. Et puis que moi je constate, et je pourrais avoir participé à certaines visites, qu'elles sont bien gérées. On a ce besoin cette demande. Le métier de guide, il est de moins en moins apprécié. On a du mal à recruter temporairement comme ça des gens.
Si on a un bon profil, il faut vraiment l'utiliser à fond. Voilà, c'est tout. Madame Guillot. Juste pour pas que les propos soient mésinterprétés, c'est pas parce qu'on pose des questions qu'on est contre. C'est précisément parce que le sujet nous intéresse qu'on en pose, Monsieur Rémy. Eh bien, c'est parfait. Donc... C'est parce qu'il était... Bon, on va passer au pouvoir délibéré, Monsieur Diaz, s'il vous plaît. Oui. Bon, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53, vu le budget de la collectivité, vu le tableau des effectifs, le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante. Article 1er, créer un poste. J'en ai perdu ma... Créer... Pardon, ça va revenir. Voilà. Créer un poste de médiateur du patrimoine. Cet emploi sera pourvu par un titulaire appartenant au cadre d'emploi des assistants de conservation, catégorie B. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. En cas de recherche infructueuse de fonctionnaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article L332.8.2 du Code général de la fonction publique. L'agent ainsi recruté sera chargé des missions indiquées, celles qu'on a listées. Article 2, prévoir les crédits au budget de la commune. Et article 3, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ok. Merci. 2 abstentions. Ok. Monsieur Lebet aussi. Très bien. Merci. Donc, dernier projet de délibération, la modification partielle du tableau des effectifs. Madame Mervin. Donc, suite au dernier recrutement sur emploi permanent, il convient de créer 4 grades, 3 adjoints techniques et 1 adjoint administratif. C'est pour les services état civil, direction des bâtimentaires et logistiques, et pour les espaces verts. Donc, on arrive, tableau des effectifs du budget de la commune, on arrive à 334. Et l'équivalent temps plein au 1er novembre 2024, on est à 282,02. Des questions? Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes, donc de modifier le tableau des effectifs. Adjoint technique, on passe de 48 à 51. Adjoint administratif, de 11 à 12. Donc le nombre global d'agents sur emploi permanent budgété au tableau des effectifs du budget de la commune suite au recrutement est égal à 334. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci. Donc, l'ordre du jour est terminé. Juste, donc, dernier point, vous avez pu prendre connaissance des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Porte. Oui, je crois qu'on en a quelques-unes. La première, la 259. Vous aviez, à votre arrivée aux affaires, fait un audit organisationnel. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour qu'il y ait un recours à un nouveau cabinet conseil pour la police municipale? Mais c'est rien de particulier, mais en fait, c'est dans toute logique. Depuis, on a refait aussi des audits en interne dans différents autres services, des audits un peu plus détaillés, en fait, en fonction de la dimension du service, aux ateliers municipaux, par exemple. On a pu le faire avec un prestataire. Et là, le projet, c'est d'approfondir en fait l'organisation de la police municipale. Je vous rappelle que lors du dernier compte rendu de la Chambre régionale des comptes, on avait pu être alerté sur de quelques dysfonctionnements et des heures supplémentaires, entre autres, imposées à ce service-là depuis de nombreuses années. D'ailleurs, une préconisation qui avait déjà fait dans le rapport précédent et qui n'avait pas été corrigée entre les deux contrôles. Donc, en tout cas, voilà, cet audit permettra d'optimiser l'organisation et du temps de travail des agents de la police municipale. Oui, juste un élément complémentaire. Donc, en accord, c'était fait en accord avec le service et on a souhaité donc les intégrer dans une démarche participative. Et il y a des entretiens qui sont individuels et des entretiens collectifs. Une autre question? Oui, on va faire du global.
Pardon, 17 du coup. Convention d'occupation de la piscine par les établissements scolaires hors d'INAR. Est-ce que les communes mauvais élèves vont être réintégrées dans cette convention? Elles sont... je suis très directe. Elles sont, comme je m'étais engagé, elles sont de retour depuis la rentrée de septembre. Alors j'ai la liste, je pourrais vous donner la liste, mais il y a un certain nombre d'écoles publiques ou privées du territoire de la communauté de communes. À 2 écoles en particulier? Ah oui, on reçoit à nouveau des élèves de Pleurtuis, école privée de mémoire. Et Richardet, je ne sais plus. Vous voulez que je vous retrouve la décision? Il a combien c'est? 317. 307. Ah, c'est lui. Ah, dans le truc. Donc 317, là, sur cette décision, j'ai l'école Sainte-Anne de Saint-Briac, l'école publique de Saint-Briac, l'école publique de Saint-Lunaire, l'école Saint-Pierre de Pleurtuis et l'école Saint-Joseph de Matignon. D'ailleurs, pour cette école, il y a un tarif différencié, on est à 60 € par séance. Il y a un tarif préférentiel pour les écoles de la communauté de communes et un tarif différencié pour les autres. 316. 316, c'est les écoles de Dinard. Celui que tu réponds à celle qu'il demande. Oui, je réponds. Enfin, voilà, on répond favorablement à toutes celles qu'ils demandent. Peut-être qu'ils ont trouvé, d'autres moyens d'apprendre de la natation à leurs élèves. Voilà. M. de la Fournière l'a indiqué qu'ils allaient sûrement à côté du prieuré, hein, c'est ça? La Richardet. Ils vont bien à la piscine à l'île Selée? Oui, c'est ce que vous croyez? Ouais. Alternative. Pas moi. Il y a d'autres questions sur la décision du maire? Alors, deux questions pour moi. La première, la 323, prestations audiovisuelles et photos dans le cadre de l'évolution du chantier du complexe sportif et événementiel Paul Audrin, entreprise Readyprod. C'est surprenant comme de faire un film pendant les travaux. Enfin, il faut... À quel titre c'est surprenant? Expliquez vos propos. Oui, parce que d'abord, on a un service communication qui fait de belles choses. Et puis, bon, ça me paraît, suivre un chantier, ça me paraît quand même... Je vais vous donner la prestation prévue pour cette réalisation. Donc, si vous me laissez quelques secondes. Tu l'as là? Merci. Alors, il y a deux... L'idée, c'est d'avoir une... donc de faire 2 petits films, un reportage de 2 minutes environ, donc avec à l'aide de drones, de caméras, différentes interviews sur l'évolution du chantier, environ 6 mois, une première interview et l'autre à la fin du chantier à 15 mois environ. Donc des formats qu'on pourra développer sur nos réseaux sociaux entre autres. Et après, c'est également aussi de mettre en place comme ça se fait beaucoup sur ce genre de projet d'ampleur, un time-lapse aussi. En fait, globalement, c'est pour aussi valoriser aussi les entreprises qui ont travaillé sur ce projet. L'idée aussi, c'est que pour les générations futures, ça serve aussi d'archives numériques. En fait, aujourd'hui, on n'est plus qu'à l'heure de l'archive papier ou photo. La vidéo fait partie des archives. C'est dans ce but-là. Mais ce qui m'ennuie, c'est ce que vous venez de dire, valoriser les entreprises qui font les travaux et puis peut-être aussi servir de publicité en temps utile, en période de vœux, en période de campagne électorale. Donc pour moi, c'est... je pense non, que... c'est une somme, c'est pas rien du tout. Hein, alors dites-moi, c'est quoi cette somme alors pour vous?
Écoutez, il y a vraiment que vous qui non, ne comprenez pas. Ce n'est pas que valoriser les travaux d'entreprise, c'est aussi valoriser les travaux de l'ensemble des services qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il y a différents services. Les services du bâtiment, les services du sport, évidemment, c'est une fierté aussi qui sera apportée aussi à tous les agents qui ont travaillé sur ce projet. C'est un héritage que je souhaite laisser aussi au service de la mairie et aux habitants de Dinard pour les générations futures. Et quand on dit que c'est beaucoup d'argent, sur le reste à charge que va nous coûter le complexe sportif événementiel de moins de 2 millions d'euros, ça représente 0,03% de dépenses en fait. Oui. Voilà. Le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'un jour, il va falloir faire un petit peu attention à l'argent qu'on dépense, et c'est encore 5 000 euros. Mais pour les projets majeurs du Dinard, c'est quand même des travaux structurants dans la ville, il n'y en a pas tous les ans, et on peut s'en réjouir, je pense, collectivement, de mettre en avant le fait que des projets d'ampleur démarrent enfin. Et on se pose la même question aussi pour valoriser les travaux de dragage du port. Donc, il y aura peut-être une décision future à passer dans le conseil municipal. Je ne suis pas convaincu, et c'est mon 0, avis, mais c'est vraiment... Bon, on reparlera du sujet, à mon avis, dans les mois à venir. Bon, j'ai une autre question maintenant, qui concerne, là c'est juste une explication, la 390, l'approbation des termes du mémoire technique avec la société SPIM, que l'on connaît, dans le cadre d'une mission d'accompagnement d'un séminaire élu de la majorité municipale. Si vous pouvez me donner quelques petites précisions. Là, c'est pareil, c'est un séminaire d'élus, comme ça se fait dans n'importe quelle collectivité, en fait, pour faire le bilan aussi de ces deux premiers tiers de mandat, et aussi, surtout, pour faire un gros bilan de l'audit organisationnel qu'on a pu mettre en place et faire un point d'étape à date et voir quelles sont les actions à mettre en œuvre encore pour les mois à venir, parce que tout n'est pas finalisé. J'ai toujours dit que la réorganisation, ça prendrait plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc on a fait des recrutements stratégiques, mais tout n'est pas abouti. Donc voilà, c'est un point d'étape, comme ça se fait régulièrement. Alors, oui, donc vous avez bien dit, monsieur le maire, séminaire des élus. À partir du moment où vous faites une distinction entre la majorité et minorité, enfin les minorités, je suis un petit peu gêné sur l'utilisation des fonds pour ce séminaire. Mais quand vous demandez à accéder à une formation, on ne s'y oppose jamais, monsieur Deslandes, c'est de la formation pour les élus de la majorité. Merci. Bon, alors moi, je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire monsieur le conseiller. Il y a des dépenses indispensables, aucun doute. Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de se poser des questions sur chaque dépense, sur les mutualisations d'achat, se poser la question, est-ce que c'est véritablement d'intérêt général et d'une utilité majeure? Donc, sur différentes propositions, enfin pas propositions, puisque ce sont des dépenses qui sont déjà effectuées. Mais il y a des études qui me paraissent pas indispensables, parfois peut-être même inutiles, et lorsque vous parlez de prestations audiovisuelles, c'est quand même un peu un faux nez, cette histoire-là. Parce que si sur chaque projet et chaque travaux que nous effectuons lors d'un mandat, aussi bien pour l'assainissement que pour le projet de la gare ou pour la cale du bec de la Vallée, enfin, on peut, je pense que là, il y aura jurisprudence. Si on commence pour chaque chantier à mettre en valeur l'équipe municipale, l'équipe, l'entreprise, et tout ça pour faire un petit peu quand même de l'autosatisfaction ou de l'autoproclamation, pour moi, c'est un peu l'apologie d'un système, et je ne pense pas que l'argent public, ça doit rentrer dans des comptes de campagne, des choses comme ça. Et pour moi, ça rentre pas. Elle est un peu vite, madame Travailleur, de quel compte de campagne vous parlez, je comprends pas. Enfin, bref, là, je vous mélangez encore tous les genres comme d'habitude. Il y a un moment, ça reste de la promotion de l'action dinardaise. Enfin, comme ça, je pense qu'à l'époque de la médiathèque, qui est un des derniers gros projets majeurs de la ville, sans doute qu'un reportage photo a été mis en place à l'époque et pas un vidéo, parce qu'on était plus côté photo que vidéo. Je pourrais vérifier si c'est aux archives. En tout cas, moi, je souhaite faire un don aux générations futures, et ça permettrait d'avoir des archives numériques pour un projet d'ampleur. Enfin, voilà, c'est une trace dans l'histoire. J'ai compris, c'est pas la peine de me le répéter deux fois. J'ai entendu ce que vous avez dit, donc j'ai entendu, j'ai compris. Pour moi, c'est pas une raison majeure, et que justement, je suis convaincue que ce type de prestation, si on commence à se lancer dans des projets comme ça de communication, et il y en a déjà beaucoup,
c'est une dépense qui, pour moi, n'est pas utile, voire plutôt inutile. Voilà. Alors, bien sûr que dans les archives, si on va chercher dans les archives, on a tous les documents, on a les photos, on a les chantiers, on a les dépenses, on a nos conseils municipaux. Là, je pense que ce n'est pas tout à fait l'objectif qui est annoncé. Voilà. On peut quand même avoir des doutes. Madame Guillaume. Oui, alors moi j'avais des points qui étaient similaires à ceux qui viennent d'être cités, donc je ne vais pas les relever de nouveau. En revanche, j'ai d'autres questions. Sur la décision 360, s'il vous plaît, c'est indiqué « voir décision jointe ». Je ne l'ai pas trouvée. Sur l'attribution du marché relatif aux travaux d'aménagement de l'hôtel de police, c'est surtout que c'est un sujet qui nous a fait beaucoup de discussions en commission. Or, la décision n'est pas jointe. Oui, il s'agit des travaux qui vont être réalisés par l'ensemble des entreprises qui vont mettre en œuvre donc ce futur équipement qui va permettre à la police municipale et à la police nationale d'être dans les mêmes locaux. Donc il s'agit de ça en réalité. Et ça a été passé, alors ça n'a pas été passé en commission, d'appel d'offres, parce que c'est inférieur à 400 000 euros. Par contre, pour ceux qui font partie de la commission d'achat, dont je fais partie, mais il y a un certain nombre de gens aussi dans cette salle qui étaient, et je pense que vous y étiez, madame. C'est précisément parce que j'y étais que je pose la question, parce qu'on a eu un grand débat sur... voilà, moi j'ai alerté sur justement la notion du seuil. On en a échangé ensemble. On est très proche du seuil de 400 000 euros. Or, il y a un lot qui n'est pas attribué, qui est à hauteur de 19 000 euros, dont on sait qu'a priori, il va être supérieur au regard des difficultés techniques qui sont posées sur le chantier. Donc je crains qu'il ne soit nécessaire d'y faire un avenant et qu'on atteigne le seuil. J'avais suggéré que ce ne soit pas une décision, mais une délibération, pour voilà, une question de transparence et puis d'efficacité. D'ailleurs, il me semble qu'au moment des échanges, vous en étiez d'accord pour éviter tout vice de forme sur ce sujet. Enfin, au jour d'aujourd'hui, avec les retours des marchés enregistrés, on en reste toujours sous les seuils. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste, vous me dites que il y a eu un retour sur le lot manquant sur les huisteries et qu'on est toujours sous le seuil. Oui, on a eu un retour sur le lot manquant et les services derrière me confirment qu'on est sous le seuil encore. D'autres questions? Je finis avec les miennes, oui. J'avais juste la 375 également sur un accompagnement sur la prévention et la médiation. La médiation et la prévention des risques psychosociaux, est-ce que c'est quelque chose de régulier? Pour ma part, voilà, j'ai pas la mémoire de ça. Est-ce que c'est quelque chose de régulier ou nouveau? Et si c'est nouveau, qui est-ce qu'on accompagne et pourquoi on lance ça? La 375. Alors, c'est une médiation... alors, je ne sais pas si je peux dire le service. Non, je ne peux pas dire le service. C'est une médiation, on va dire, plutôt dans la chaîne hiérarchique, avec un N et un N+1. Les deux sont d'accord pour qu'on fasse appel à un médiateur pour que trouver des solutions que nous n'arrivons pas à trouver en interne. Oui, donc c'est une sollicitation pour une situation particulière et pas un accompagnement global. Voilà, okay. Et j'en ai une dernière, si je peux finir. Oui, Annick, c'est bon. Donc sur la... Voilà, il y en a deux qui concernent la 335 bis et la 352 qui concernent toutes les deux de la téléphonie. Ça nous fait un montant d'environ 33 000 euros. C'est assez conséquent. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Oui, bien sûr. C'est un changement donc d'opérateur en téléphonie mobile. On avait un contrat avec Bouygues. Les coûts globaux de ce contrat avec Bouygues, là je raisonne à l'année, étaient de 7 536 euros par an. Et là, avec SFR, le nouveau prix donc, à l'année est de 4 666 euros. D'où une réduction de 38% sur la téléphonie mobile. Alors, le coût porte sur quoi? Parce que là, moi, je ne vois pas un moins quelque chose sur un forfait, je vois un plus 33 000 dans nos dépenses, en fait. Parce que la 335 bis et la 352 en décision. « 335 bis, c'est C'est-à-dire que la 335 bis, c'est bien effectivement la société SFR qui devient notre nouvel opérateur mobile.
Et là, c'est bien pour 48 mois, ce qui fait 4 ans. Lorsque je divise 18 650 TTC, donc divisé par 4, ça nous fait bien 4 666 € par an. Alors qu'auparavant, on paye avec Bouygues 7 536 € par an, d'où une réduction de 38% sur un gain pour la collectivité de 38% sur la téléphonie mobile. Et d'accord, merci. Et la 352 du coup, qui du coup concerne aussi la téléphonie. C'est sur les fixes et c'est aussi par rapport à SFR. Ça c'est la la 352. Ouais, c'est de l'AMO, ça. Ouais. La 352. Ouais, ça c'est de la maîtrise d'ouvrage, ça n'a rien à voir. C'est de la maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui est téléphonie fixe. On passerait effectivement sous IP. C'est pour nous accompagner dans tout le changement de la téléphonie fixe, comme l'a dit Philippe Bécan, le standard, sachant qu'on va passer toute la téléphonie par l'adresse IP, donc c'est pas des compétences qu'on a en interne et on est obligé d'externaliser avant de contracter avec un prestataire qui pourra revoir l'ensemble de notre téléphonie, partie du bon fonctionnement des services. Il y a une autre question? Très bien, merci. Madame Porte. Oui, j'avais la même question que Nolwenn sur les RPS, mais j'ai eu la réponse, très bien. Et il y en a deux autres qui sont les mêmes, et je suis tout à fait à l'aise pour les poser. C'est les travaux de peinture attribués à l'entreprise Rochereau-les-Rançon, la 340 et la 347. Ce sont quand même des petits montants. Je me demande si on n'a pas des peintres au sein de la mairie qui peuvent faire ces petits travaux, à l'heure où on doit faire des économies quand même. Je pense que c'était l'urgence, en fait, parce que vous avez vu que c'était la 347 de mémoire, c'est la cage d'escalier dans les logements Alain Colas qui sont justement des logements d'urgence. Donc, si vous voulez, il fallait intervenir rapidement. Et puis, la charge de travail des équipes, alors c'est pas moi qui la gère évidemment, mais j'imagine que si les collègues ont choisi ça, enfin si le personnel a choisi ça, notamment les encadrants, c'est précisément parce que dans le planning général, on ne pouvait pas écouler ces choses-là, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas du tout la volonté de confier quoi que ce soit au privé. C'est un problème d'organisation essentiellement, et surtout d'urgence, encore une fois, sur l'autre intervention. Écoutez, ils vont être très contents que vous puissiez lui dire. Bien sûr, Madame Rançon. On sait bien. Madame Guillot a levé la main en premier, je crois, monsieur Vergne. C'est juste parce que je me permets, parce que je rebondis juste sur ce qu'il vient de dire. Je nuance la notion d'urgence sur le portail enfance-jeunesse, sur la maison à côté de l'école Paul Signac. Je veux dire, il n'y a pas une urgence extrême à ce que la peinture soit refaite. Ce projet-là, il est en cours depuis plusieurs mois maintenant, sur la mise en place de ce guichet unique. Je ne vois pas d'urgence sur la réalisation des travaux de peinture. C'est bien que ce soit fait. Je suis tout à fait favorable au fait que ce soit fait. J'y vois moins d'urgence. Non, mais c'est un projet qui a été géré où il y a plusieurs lots qui ont été attribués à différentes entreprises pour gérer l'ensemble des petits travaux à faire dans ce guichet unique. Monsieur Vergne. Oui, en ce qui concerne la 364 sur les animations de Noël, en quoi consistent les prestations proposées par la société Animaction pour un montant de 4 900 €? Madame Guénégan. Alors, il y a plusieurs choses dans ce montant. Il y a, je cherche mes notes, il y a deux fanfares, des échassiers, une balade de Père Noël et un spectacle pour enfants qui s'appelle Noël breton. Donc, en fait, il y a plusieurs animations à l'intérieur. Pour la partie 4000, voilà, et l'autre, ce sont les tours de calèche. Une autre question en ce qui concerne la 374 sur l'extension du système de sécurité incendie du PAF d'un montant de plus de 10 000 € par la société CEMIS. Il me semble que tout avait déjà été pensé et budgété au préalable. En quoi consiste cette extension ? Alors, dans le détail, je ne l'ai pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une partie qui n'était pas couverte. Là, je parle sous le contrôle
du directeur qui est derrière. Je pense que Monsieur le maire, peut-être qu'on pourrait lui laisser la parole, il pourrait rentrer dans les détails. Moi, je ne les ai pas. Oui, de mémoire, on devait mettre, je ne sais pas si ça vaut la peine de passer, on devait mettre à jour le système d'incendie en fait du Palais des Arts, en fait, là, qui commence à devenir un peu vétuste, mais on pourra vous donner les éléments plus précisément. Le système de sécurité d'incendie, ce qu'on appelle le SSI. Il y a systématiquement la commission de sécurité qui passe. Oui, et s'il n'y a pas de conformité, immédiatement, le Palais des Arts est fermé. Donc, sans doute que ces travaux... Je ne sais pas si c'est lié à un ultimatum, mais en tous les cas... Si les travaux sont faits de manière aussi importante. Non, je peux rajouter, tous les travaux ont été effectués, on a fait des commissions de sécurité, il y a un rideau d'eau qui a été mis, on a fait des essais, donc c'est peut-être autre chose. On pourra vous préciser, mais je pense que c'est lié au système de sécurité. Et après, les normes ont peut-être évolué. Il y a peut-être je ne pense pas que tout avait été fait dans la salle de Debussy à l'époque non plus, donc on ne dépense pas 14 000 € pour se faire plaisir. Monsieur Verne, d'autres questions? Monsieur Deslandes? Oui, une dernière question, la 397, approbation d'un devis relatif au relevé et réalisation des plans dans le cadre 2D, rénovation des sanitaires à l'école de Bussy. Je ne comprends pas, on n'a plus de service technique capable de faire un plan de sanitaire dans cette mairie. Là, je suis vraiment inquiet. C'est une particularité, faire un relevé numérique. Non, on ne sait pas faire en interne, c'est une réalité. On n'a pas de. Pourquoi ce relevé numérique là, c'est pour rénover. On commence d'abord par faire un relevé du bâtiment. C'est comme ça qu'on procède dans tout type de rénovation de travaux. Après, on fait des plans de projetés. Ça, peut-être qu'on le fera en interne. Je ne sais pas si c'est prévu de faire en interne les plans projetés. Les plans seront aussi externalisés, on me le dit derrière, parce qu'on n'a pas la compétence. En conception assistée par ordinateur, on a un seul agent qui ne fait que de la voirie, en fait, que de l'étude voirie. Au service bâtiment, on n'a personne qui fait de la CAO, en fait. Donc c'est normal qu'on externalise cette prestation. D'accord. Donc de moins en moins d'agents pour travailler, de plus en plus de sous-traitance. Non, mais je pense que ça n'a jamais été fait en interne, les relevés. D'accord, merci. D'autres questions? S'il n'y a plus de questions, il y a une petite information de Madame Béziel. Deux informations de Madame Béziel, pardon. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, pour vous informer d'un après-midi dansant organisé par le CCAS le mercredi 4 décembre 2024 de 14h à 18h au COSEC avec des inscriptions obligatoires au niveau du CCAS. Après-midi dansant, comment dirais-je, dirigé par Emmanuel Roland, je dis bien, hein, parce que quelquefois je dis Emmanuel Petit. Et la deuxième information, c'est le repas solidaire Dînons Ensemble qui se déroulera le samedi 14 décembre 2024 au COSEC de 19h à minuit. Et naturellement, j'invite tout le monde à y aller. Aux deux, au thé dansant, à l'après-midi dansant et à dîner ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, je vous rappelle, vous avez dû recevoir un mail pour la conférence au cœur des Jeux là, qui permettra aux 4 participants que nous avons retenus de faire une restitution de leur expérience pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc il y a Tom Reux, l'athlète évidemment, et 3 bénévoles dont fait partie Madame, je ne sais plus si on doit appeler Madame Porte ou Madame Rançon maintenant, Annick. Ça fait 60 ans que je ne suis plus Madame Rançon. Bon, Madame Porte. Et puis voilà, 2 autres bénévoles qui ont eu la chance aussi de pouvoir participer aux Jeux de Paris. Donc on vous attend nombreux. C'est à 19h, c'est ça? 18h, pardon. 18h à Boutet, Stéphane Boutet. Madame Porte. Et je mettrai mon costume de volontaire, alors ne loupez pas ça. Mais moi aussi, si je peux me permettre, vendredi, samedi prochain, les banques alimentaires font leur collecte nationale. Donc je vous demande d'être généreux et de solliciter tout votre environnement pour remplir nos chariots. Merci. Merci. Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de soirée. Merci.